Nous sommes un pays qui a un réseau diplomatique considérable à travers le monde, le deuxième au monde après celui des États-Unis, et nous avons aussi un grand réseau de diplomates étrangers en France. C'est un ministère des Affaires étrangères, dépositaire d'une histoire, d'une compétence, d'une mémoire qui permet aux dirigeants français de disposer de cette expertise. Quel que soit l'interlocuteur, nous avons toujours, encore une fois, un historique, une vision, des éléments à échanger et une capacité d'analyse et d'initiative. C'est une capacité partagée par très peu de pays dans le monde, qui est due à notre statut, qui est due à notre capacité d'intervention militaire, qui est due à notre position au sein du Conseil de sécurité et à une volonté politique du président Hollande d'utiliser ses atouts pour faire valoir les vues de la France. Avec la défense, c'est un des domaines réservés du président, donc il a autour de lui une équipe diplomatique très structurée. La diplomatie représente traditionnellement pour le président une part importante de son emploi du temps, et cette diplomatie, c'est lui qui la conçoit, c'est lui qui donne l'instruction pour sa mise en œuvre, et elle recoupe différents aspects, évidemment, qu'on peut résumer par nos intérêts, nos valeurs et nos alliances. Les retombées, c'est la position de la France, la position politique de la France, la capacité à faire valoir nos vues. Nos vues, c'est culturel, c'est économique, mais c'est aussi nos valeurs, ce sont les droits de l'homme. La France est souvent en position d'essayer de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas vocation à se parler pour essayer de faire avancer les choses. Et là, en termes de négociation, il faut veiller à la dignité de chacun, veiller au respect de chacun. Le respect, je crois, est un maître mot dans la négociation, pour essayer de faire en sorte que les gens avancent. Il n'y a pas une négociation, il y a des milliers de négociations possibles. Ça dépend du rôle que l'on joue, mais la France joue très souvent le rôle de médiateur entre différentes parties. C'est le cas sur l'Ukraine. L'opportunité du 6 juin 2014, elle se présente au président parce que, à ce moment-là, nous avons, dans le même endroit, en Normandie, d'où le terme de processus de Normandie, à la fois le président Poutine, le président Porochenko, l'un ne reconnaît pas l'autre. Donc le président se dit, on ne peut pas ne pas saisir cette occasion, tout le monde est dans la même pièce, nous n'allons pas nous contenter d'un déjeuner protocolaire, nous allons essayer d'avancer sur la substance des choses, et il décide de convoquer, de proposer au président Poutine et au président Porochenko de se réunir pour se parler pour la première fois. Et il décide aussi de le faire avec la chancelière allemande pour donner plus de poids, plus de vigueur à cette initiative. Et ça donne le fameux processus de Normandie qui se poursuit depuis lors. D'avoir réussi à insérer pendant une demi-heure, au moment de l'apéritif, la première des réunions du groupe que l'on appelle maintenant le groupe Normandie et qui s'est réuni ici même pas plus tard qu'hier soir, et d'avoir réussi, sans que la plupart des participants s'en rendent compte, qui étaient en train de prendre l'apéritif en bas, mais que nous avons extrait les uns les autres, c'est un très très bon moment. Je suis vraiment content. Avec l'aide de Madame Merkel, le président français se pose en médiateur dans ce conflit. Le président et la chancelière ont discuté toute la nuit, littéralement toute la nuit, avec le président Poutine et le président Porochenko, pour essayer de mettre un terme à une phase extrêmement intense du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et qui a conduit au bout de la nuit à un compromis, qui est le compromis dit de Minsk, qui essaye de tracer la voie vers la paix. Au total, des centaines, des milliers de vies humaines épargnées, parce que le président, la chancelière, ont décidé de s'impliquer dans la recherche d'un processus de paix. Le conseiller diplomatique du président de la République a pour fonction, aux côtés du président, d'abord de lui donner une vision aussi précise que possible de l'actualité internationale, ensuite de l'aider à analyser cette actualité, puis de lui faire des propositions d'action pour que la France puisse agir sur cette actualité internationale. En général, on lui fait plusieurs propositions, puis il choisit celle qu'il retient et nous la mettons en œuvre avec, évidemment, le ministère des Affaires étrangères et l'ensemble du réseau diplomatique français. Éviter l'inadvertance, qu'on ne fasse rien par hasard, que le président soit au courant de tout ce qui se produit d'important, que rien ne soit fait parce qu'on n'a pas fait attention.
Ça, c'est très important. Et ensuite, l'initiative, d'être toujours en mesure de lui proposer de prendre des décisions qui montrent la position de la France, qui montrent la direction dans laquelle la France veut aller et qui lui offrent évidemment les moyens de la mettre en œuvre. Nous avons d'une part ce que l'on appelle le cérémonial, c'est-à-dire l'organisation des déplacements du président de la République et du Premier ministre à l'étranger et des personnalités étrangères en France. Je travaille pour le président de la République, pour le Premier ministre, c'est mon premier adjoint qui est en particulier chargé d'organiser ces déplacements, mais également pour l'ensemble des membres du gouvernement. Le président de la République, le président de la République actuel, son prédécesseur, tout autant, vont au contact des gens. On est plus là, un peu en arrière ou un peu à côté pour s'assurer que tout se passe bien, pour rappeler au chef de l'État les horaires, tout en lui maintenant dans l'organisation de son programme des temps de respiration et des temps de contact avec la presse aussi. Nous avons sensiblement en France à peu près 750 chefs d'État et de gouvernement qui viennent chaque année. Chefs d'État et de gouvernement, 15 000 ministres. Il y a à peu près une soixantaine de visites officielles. Nous avons donc, je dirais, 5-6 visites d'État en France qui correspondent à 5-6 visites d'État que le président de la République fait à l'étranger. La visite d'État, c'est ce que nous connaissons de plus solennel. Nous organisons des visites d'État pour nos grands partenaires. C'est reconnaître l'importance politique du chef d'État et de gouvernement que de bien le traiter. Voilà. C'est pas seulement pour des intérêts, je dirais, matériels, pratiques, tourisme, mise en valeur économique. C'est aussi pour dire, voilà, nous vous considérons, nous qui sommes un grand pays, la France, que vous aussi, vous êtes un grand pays et nous vous traitons d'égal à égal. Vous avez le pavoisement des Champs-Élysées et de l'esplanade des Invalides. Ensuite, en quittant les Invalides, le président de la République ou le chef d'État en général ou le souverain est accompagné, est escorté par la grande escorte à cheval de la garde républicaine jusqu'à son lieu de résidence. La grande escorte sert lors des fêtes nationales, 14 juillet, 8 mai, 11 novembre, mais elle sert également lors de ces célébrations à l'arrivée des chefs d'État étrangers. Nous l'avons amené à Versailles, pas seulement parce que c'est pour nous un symbole d'une époque importante de l'histoire de France, mais c'est aussi parce que Versailles est très connu chez les touristes chinois. Ça incite un certain nombre de Chinois à venir faire du tourisme en France et aller visiter Versailles, ce qui est toujours bon pour notre économie, parce que nous sommes la première, et quand nous ne sommes pas la première, nous sommes l'une des premières destinations touristiques au monde. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant de chefs d'État et de gouvernement avaient été réunis dans la même pièce. Les toutes dernières heures de la COP21 ont probablement été les plus dramatiques, parce que c'était le moment où il fallait recueillir le résultat d'une année, de 2 années de travail, d'une implication énorme. Lorsqu'il s'agit de réunir l'unanimité, vous avez 1, 2, 3 pays qui disent « moi, pour rejoindre l'unanimité, voilà ce que j'exige ». Et pour ça, il a fallu évidemment convaincre, et ça a été dans le cadre d'un travail conjoint entre le ministre et le président, entre les équipes du ministère
et les équipes du président pour savoir auprès de qui faire porter les derniers efforts pour obtenir cette unanimité. Parce que lorsque M. Fabius lève son marteau et dit unanimité et abaisse son marteau, il faut que personne ne se lève dans la salle. Personne ne dise objection. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est une dimension fondamentale de notre politique étrangère, évidemment, qui est un pan entier des relations entre la France et son entourage. L'axe franco-allemand en est un déterminant, mais la relation franco-allemande, pour qu'elle soit bien comprise, doit être fondée sur une égalité. À aucun moment, l'un ne doit être en mesure d'imposer à l'autre son point de vue. Nous devons aboutir à des positions qui sont conçues en commun. Et c'est exactement le but que nous poursuivons. Lorsque la France et l'Allemagne sont en mesure de dialoguer pour définir une position commune et la mettre en œuvre en commun, c'est un moteur évidemment très important de l'Union européenne. Et aujourd'hui, le président et la chancelière ont acquis une grande expérience d'épreuves partagées, de nécessité d'agir en commun, d'inventer en commun. Le dernier dîner qui s'est tenu entre le président et la chancelière Merkel, c'était à Strasbourg, il y a quelques semaines d'ici. Et très honnêtement, le menu alsacien qui leur a été proposé, j'en suis convaincu, a contribué à l'atmosphère qui a permis de se rapprocher. En France, il y a la Tour Eiffel, qui est un symbole très fort de l'identité française. Mais vous avez aussi la gastronomie. Nous ne sommes pas le seul pays de gastronomie. Vous avez aussi l'Italie, vous avez aussi la Chine, vous en avez d'autres. Mais enfin, nous sommes un pays connu pour l'art de vivre. C'est normal que nous nous servions de ça pour, dans un environnement concurrentiel, contribuer à l'attractivité française. La tendance est d'avoir de plus en plus souvent des repas de travail, c'est-à-dire que l'on commence par un tête-à-tête ou un entretien réduit et on prolonge par un entretien élargi autour de la table pour gagner du temps. Mais le choix du menu, là, vraiment, traditionnellement, c'est le ministre ou le président de la République et son chef. Quand on organise un dîner d'État ou un dîner officiel, il faut surtout choisir les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont de bonnes raisons d'être présentes à ce dîner qui est un moment exceptionnel de la relation bilatérale. On cherche également à inviter les forces vives, comme on les appelle quelquefois, c'est-à-dire ceux qui sont en charge d'entreprises très actives dans le pays en question. Et ensuite, évidemment, on tourne autour de 250 personnes à peu près à un dîner d'État. C'est jamais le même plan de table. D'abord, ça dépend qui vient. Tout le monde n'est pas toujours invité et tout le monde n'est pas disponible. On fait généralement une table d'honneur, on choisit le plan, on le présente au président de la République qui a son mot à dire sur le plan de table en général et sur celui de la table d'honneur en particulier. On ne respecte pas strictement l'ordre protocolaire. J'espère que ça vous plaira parce que ce sont des chevaux pour la lutte. Les cadeaux ont changé ces dernières années parce que par souci d'économie, on a tendance à faire des cadeaux plus symboliques que coûteux. On s'est imposé d'ailleurs à nous-mêmes de ne pas accepter de cadeaux d'une valeur supérieure à 150 €. Maintenant, le cadeau du chef de l'État au chef de l'État, c'est un choix généralement un peu personnel. Il faut vraiment bien soigner le cadeau. Alors on fait appel évidemment, surtout en France, à l'artisanat français, au luxe français. Le Sèvres, c'est fragile, mais c'est beau. On offre aussi régulièrement des éditions originales. L'immense gravité de l'événement qui s'est produit dans notre pays et ensuite la nécessité de réagir au plan international. Pour cela, il fallait d'une part s'adresser aux États-Unis et à la Russie,
parce que l'origine du problème se trouvant en Syrie, il fallait trouver les moyens d'agir sur la Syrie. Donc définir avec le président Obama, puis la même semaine avec le président Poutine au Kremlin. Donc le bureau ovale et le Kremlin, à quelques jours d'intervalle, peu de pays au monde peuvent obtenir ça, et ce fut le cas de la France, pour les mobiliser autour de quelques principes très simples sur la lutte contre Daesh, sur la nécessité d'une intransigeance dans ce domaine. Le président décide d'intervenir dans l'urgence parce que la souveraineté d'un pays tout entier est en cause. En l'espèce, nous risquions d'avoir des organisations terroristes prendre le contrôle d'une capitale amie, Bamako. Et à l'appel du président du Mali de l'époque, le président a décidé d'intervenir dans un délai extrêmement rapide, avec des forces significatives mais qui restent mesurées, pour premièrement repousser l'attaque, deuxièmement poursuivre les assaillants et les priver de leur capacité d'agir, en même temps nous engageant un processus diplomatique qui doit conduire à la réconciliation des parties qui ont provoqué le conflit et qui doit conduire au retour, avec l'aide des Nations Unies, avec l'aide de l'Union européenne, avec l'aide de l'Union africaine en l'espèce, au retour au fonctionnement normal des institutions d'un pays. C'est ce qui s'est produit au Mali, avec des élections, c'est ce qui s'est produit également en République centrafricaine, avec des élections qui viennent de se dérouler, avec l'élection d'un pouvoir légitime et les bases créées du redépart d'un développement normal de ces deux pays.